Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va, pluvieux. Plus Humide. vieux, Oui, pas de balade moto. pas de balade. C'est pour ça qu'on est à l'intérieur et qu'on fait ce premier épisode où je suis en compagnie de quelqu'un qui, on va dire, qui a beaucoup d'importance pour moi quand même, puisque c'est ma femme. On est mariés depuis bientôt 1 an, on est ensemble depuis pas loin de 6 ans. Mm. T'es la personne avec qui j'ai partagé le plus de balades. Et vu que tu vas revenir assez régulièrement dans cette émission, je trouvais ça cool de commencer par un peu te présenter. Essayer de comprendre un petit peu qui se cache derrière cette cavalière rousse. Compte TikTok, 8000 abonnés, quand même. Pas loin d'un demi-million de vues. Margot, c'est quoi la recette du succès? Effectivement, cavalière. Ouais, depuis 25 ans. Certainement depuis plus longtemps que je fais du vélo. Ouais, c'est ce que tu dis souvent en plus, ça. Ouais, C'est que t'as appris à faire du cheval avant de faire du vélo. je pense. Il y a grand moyen, vu que Il y a j'ai grand commencé à 3 ans. Et la moto alors? Ça t'est venu comment? Alors, c'est très cliché parce que j'ai eu envie d'en faire à partir du moment où j'ai regardé Sons of Anarchy, ce qui est extrêmement cliché. Et après, j'avais un peu mis de côté. Je pense que tu aurais pas passé le permis, il y a même moyen que peut-être j'aurais jamais passé le permis moto. Et en gros, t'as passé ton permis moto. J'ai été profondément jalouse. Mon ego n'a pas apprécié du tout que tu fasses ça. Et du coup, on a fait. Tu m'as pris en passager sur, je pense, la pire balade pour toi, vu qu'il pleuvait au point que tu as pu vider tes chaussures dans l'évier en rentrant. Et on est rentré et je t'ai dit, ok, je m'inscris au code, je ne vais pas rester passager plus longtemps. C'était l'un des moments les plus drôles entre gros guillemets parce que je me souviens parfaitement regretter amèrement mes choix de vie à base de je suis en train de vider ma godasse dans l'évier. Je me suis pris toute la flotte, je voyais plus rien, c'est vraiment la pire balade. Et de te voir revenir vers moi avec les codes d'inscription pour passer le permis, parce que tu venais de prendre tes sessions de code de la route sur internet, et j'étais en mode mais Ça fait pas sens. ça fait pas sens. Mais c'était très drôle. Je pense que maintenant en y réfléchissant, c'était un des moments les plus drôles qu'on ait eu là-dessus, parce que pas du tout la même expérience finalement. Non. Ok, donc à partir de Sons of Anarchy du coup, Ouais, je dirais que c'est vraiment ça où je trouvais que la vie de biker c'était stylé. quand même pas de Harley Davidson, pas de Indian, c'est Non. pas ça qui t'anime réellement finalement. Non, finalement, maintenant que je suis un peu plus dans le monde de la moto, je me rends compte que les customs, c'est vraiment pas mon délire. Déjà, je trouve ça. Bon, je suis montrée que sur ta rebelle. Du coup, pas les customs. Non, pas de custom. Finalement, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas mon style. Après, la seule sur laquelle j'ai posé mes fesses, c'est ta rebelle, mais j'ai jamais passé un très très bon moment dessus. Si, je pense que les 2 meilleurs moments que j'ai passés sur ta rebelle, c'est quand je venais d'avoir le permis et que je te l'ai allègrement volé Fallait que tu avec roules. ton consentement pour que je fasse un petit tour dans le parc et que du coup j'avais l'impression que j'étais complètement dans l'illégalité alors que j'avais le papier qui disait que j'avais le droit de conduire. Mais j'avais eu la même sensation quand j'ai eu mon permis voiture. Donc voilà. Et quand je m'étais allègrement tollée avec la mienne et que du coup il fallait la réparer et qu'ils font clou, les chats. Et que du coup il fallait la réparer. Et donc pendant 1 mois j'ai pas pu rouler avec. Et du coup pour éviter que je roule pas, j'étais allée je crois quelques fois Avec la mienne, ouais. avec la tienne à la Vie Claire, de souvenirs. Et du coup là à ce moment-là, déjà j'étais contente de juste pouvoir rouler. Mais après maintenant que j'ai plus roulé avec la mienne etc. À chaque fois que je suis revenue sur ta rebelle, il se passe toujours la même chose, c'est « Ah, j'aime pas du tout !» Je trouve la position, elle est radicalement différente de ce qu'on connaît même. Tu vois, tu passes d'un roadster à une sportive, tu t'y retrouves à peu près. C'est des positions qui sont assez comparables, il y en a juste une qui est un peu plus radicale que l'autre. Le cruiser très en avant, et encore, la rebelle, elle est pas si en avant que ça. Mais le cruiser très en avant, type Harley, type Indian et tout ça, c'est très très différent de même ce que t'apprends au permis, quoi. Je me suis rendu compte, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a, au-delà de la position avec les patounes qui sont vers l'avant, etc., en fait, ce que j'aime pas, c'est que, en tout cas sur la rebelle, il y a rien pour s'accrocher. Moi, en fait... Pas besoin de s'accrocher, sur... c'est trop lent. Sur le roadster, sur mon SV, en fait, la position, elle se rapproche très fort de ma position à cheval. Donc c'est une position qui, pour moi, elle est ultra naturelle, en fait.
Et je trouve mon équilibre très facilement dessus. Est-ce que pour toi, c'est de la cavalière et motarde ou de la motarde et cavalière? Putain, c'est philosophique. Est-ce que tu penses que t'es devenue motarde parce que tu voyais des similitudes ou au contraire parce que c'est quelque chose pour toi qui est totalement différent mais que tu voulais vraiment faire? Du coup, ouais, je me suis jamais posé la question. Je pense qu'il y a des similitudes qui font que j'aime bien en fait. Juste, ça va plus vite. Mais au final, j'ai le même esprit la même sensation de liberté quand je suis à cheval en forêt où je lâche les gaz et je les laisse aller. Bah, j'ai la même sensation de liberté que sur une route où je vais mettre un peu plus de gaz ou même juste aller me balader, etc. Mais je sais pas Je crois qu'il y a quand même beaucoup de cavalières qui font de la moto. Ouais, J'ai l'impression. J'ai Mm. l'impression qu'il y a beaucoup de cavalières. Alors après, je pense que ça dépend de leur discipline de base à cheval. Je pense que je pense qu'il y a une statistique à faire. Mais je pense que celles qui font le plus de cavalières qui sont motardes, elles font, je pense, soit du western, Mhm. et dans ces cas-là, elles vont plutôt s'orienter vers des customs. Parce que je pense que la position, elle peut se rapprocher aussi un tout petit peu. Soit tout ce qui va être un peu équitation annexe, entre guillemets. C'est-à-dire genre randonnée, trek. Et je pense que la dernière catégorie, c'est le complet. Ça me fait trop bizarre de te poser des questions, parce que le but c'est que vous compreniez aussi un petit peu qui est Margot, mais la majorité de ce qu'elle dit, je le sais. Parce que là, je vais poser une question, bien évidemment, que je connais la réponse. Quelle est ta moto actuellement? Tu roules en quoi? Mon SV 650. Waouh, de quelle année? De 2017. Putain, j'aurais jamais deviné. C'est dingue, hein. C'était pour le coup, mon SV, c'est ma première moto. Quand j'ai passé le permis, quand j'ai cherché quelle moto je voulais acheter, j'avais pas mal hésité entre acheter un CB500. Ouais, C'était la sécurité, c'était j'avais déjà conduit, donc je connaissais déjà la bête. ouais, c'est ça, je connaissais déjà la bestiole. Il y avait le Z650, il y avait le R6L, que j'avais vu aussi. Un peu plus vieux, ça, déjà, quand même. Oui, parce que moins cher. Oui, oui, oui. Je l'avais regardé parce que moins cher, on va être honnête. Après, c'est une très bonne bécane aussi. Hein. Et puis j'ai vu le SV, j'ai vu Bob sur la route. Bob de Monstre et Compagnie. Ah oui. C'est bon. Non, en vrai, je l'ai vu et en vrai, j'ai tout de suite adoré cette moto. J'ai tout de suite su et j'étais à oh, c'est ce modèle-là de moto que j'aime. Le fait, en fait, je trouve qu'elle mêle deux styles que j'aime bien, c'est-à-dire un peu rétro, avec justement ce gros phare rond devant qui n'éclaire rien. C'est vrai qu'il éclaire vraiment que dalle. Ouais, pas grand-chose. Ce gros phare rond, mais en même temps, en fait, elle est quand même assez sportive dans le reste de sa ligne. J'adore le fait qu'on voit le cadre. Ouais, qu'il y a un cadre apparent, un vrai cadre apparent, vrai soudé. cadre. Je le trouve vraiment trop beau. En noir mat particulièrement, Ouais. je trouve que ça rend très bien sur la tienne. J'en avais vu une... comment au moment où je cherchais à en acheter une, j'en avais vu une noire avec le cadre rouge, mais c'était trop beau. En fait, ça ressortait vraiment super bien. C'était C'est super celle beau. que Seb avait aussi. Il avait celle... Blanche. Elle était blanche, mais avec le cadre rouge. Ouais, mais moi, celle que j'avais vue, C'est c'était noir. tout noir. Tout noir avec juste le cadre rouge et je l'avais trouvé absolument magnifique. Et finalement, j'ai craqué sur sur celle que j'ai là, du coup, une noire mate. Qu'il n'y en a pas tant que ça. Non. Elles sont toutes plutôt brillantes. Enfin, avec un fini laqué. Ouais, et c'est la remarque qu'on se faisait, c'est que de base, le SV650, on n'en voit pas des masses Non, sur les routes. C'est hyper rare que j'en vois sur les assez routes. rare, ouais. C'est franchement, à chaque fois, je pense littéralement qu'on a croisé plus de rebelles Oui, que de SV. clairement. Et ça, je trouve ça assez ouf en vrai. La rebelle, c'est très bien vendu en France. Ouais, hein. mais et le SV, pas du tout. Et j'avoue que c'est à chaque fois la réflexion qu'on se fait, c'est que je comprends pas pourquoi cette pauvre petite moto, ce pauvre petit modèle est allègrement ignoré. Alors qu'en vrai, il est trop chouette. Du coup, à chaque fois, on se dit, on comprend pas, alors que... Enfin, moi, quand je l'ai choisi, j'ai aussi choisi une 650 parce que je savais que je pouvais la débrider. Et que j'avoue, c'était un peu la facilité, mais de se dire qu'en fait, une fois que j'ai la passerelle, j'ai pas besoin de passer par revendre la moto, en chercher une nouvelle, etc. Je savais qu'en fait, je pouvais juste faire mes gammes sur une moto que je connais, qui du coup, moi, me rassure beaucoup. Et du coup, mais je comprends pas pourquoi, alors qu'en vrai, elle est trop bien. C'est une bonne moto pour les débutants. Alors pour les débutants qui, je pense, Savent se tenir. savent se tenir, et comment
Je pense que c'est pour les débutants qui sont un peu joueurs aussi. Je pense que tu peux vite te faire flipper avec celle-là. En débridé, ouais. Quand je l'avais prise en bridé, ça va, mais ça pousse... Alors, attention, hein, c'est très... ce que je vais dire, mais ça pousse un peu à la connerie parce que c'est fun, c'est nerveux, en fait. Mais par contre, une fois débridé, le ressenti que j'avais eu dessus, moi qui viens du 4 cylindres 78 chevaux, quand je suis passé sur ton bicylindre qui est à peu près de la même puissance, j'avais dit, ok, ça se conduit pas du tout pareil. Non. Ne serait-ce que rétrogradé, moi je fais des trucs de débile, hein. Je passe de 6 à 4, voire de 6 à 3 sans problème. Ça, tu peux pas le faire sur un bicylindre parce que sinon tu pars tout de suite, quoi. Et ouais, je suis d'accord avec toi, faut quand même savoir un petit peu ce que tu fais avec ça une fois que tu l'as débridé. Bah, une fois que tu l'as débridé, mais même avant, je trouve en tout cas que c'est une moto où il faut quand même avoir... Bah là, justement, comme elle pousse à la connerie, en vrai, comme elle est un peu joueuse, un peu nerveuse, etc., je trouve que c'est une moto où il faut savoir se contenir, en fait. Ouais. Savoir, et surtout, par contre, c'est une moto qui apprend, même si elle est, au final, elle est prévisible dans son équilibre, tout ça, c'est une moto qui apprend beaucoup, à vraiment pas griller des étapes. Bah, encore une fois, c'est un petit bicylindre un peu nerveux, qui a un châssis qui est très lisible, qui a une partie cycle qui est très lisible plutôt. Monté avec les bons pneus, il n'y a pas de sponsor, mais on roule tous les deux en Road 6. Meilleur choix. C'est un très très bon choix en tout cas. Il faut citer 3 marques après, Dunlop, Pirelli. En fait, une fois que c'est monté avec les bons pneus et que tu sais un tout petit peu ce que tu fais, tout de suite tu peux avoir tendance à dépasser ta zone de sécurité. Parce que tu te dis, bah, de toute façon, c'est la moto qui va me rattraper. J'ai pas trop eu ce sentiment-là avec le CB. De la moto qui va te rattraper ou... Ouais, c'est une moto simple, mais en même temps, je me sens pas trop poussé à la connerie. Vu que c'est un énorme canapé, t'es plus invité à profiter de l'ergonomie, du confort, du calme, que sur ton CB où, même moi, en montant dessus, SV, pardon. Ça y est, je fatigue. Même sur ton SV où, en fait, vu que c'est un tout petit peu plus agressif, même moi qui suis d'un naturel très calme, ça me pousse aussi à faire bêtises dessus, quoi. Mais on se fait vite rattraper, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, même pas. Enfin, il y a vraiment pas très longtemps. Je me suis fait punir toute seule. Alors, je me suis pas fait mal, mais autant se le dire que je me suis auto-punie toute seule. Où en fait, je venais de partir, j'arrive sur un rond-point, sur un rond-point qui est pas très loin. Et en fait, dans ma tête, du coup, j'étais déjà rentrée en mode joueuse. Et du coup, j'entame ce rond-point. Et en fait, j'y vais avec quand même un angle, un bel angle. Enfin, on n'était pas à poser le genou, mais un trop bel angle par rapport à... de la route de ville, en fait. Par rapport au fait que ça faisait deux foutues minutes que je roulais, en fait. Et que du coup, ces petits pneus étaient tout froids. Et en fait, j'ai vraiment senti... J'entame et je sens vraiment la moto qui en fait se tombe, se casse la gueule. Je sens vraiment la moto qui fait Ouais. Et que du coup j'ai réussi à rééquilibrer parce que du coup ouais, c'est bien. C'est gros coup. Non, c'est Albus, mais il joue avec juste la clochette. Du coup, on disait, ouais, tu te fais rattraper sur un rond-point. Bah, je peux te dire que le reste de mon trajet, je l'ai fait tout calmement. Et j'ai pris bien le temps. Et pourtant, enfin, je veux dire, la route, elle était sèche, il faisait pas plus froid que ça, enfin, ça allait, quoi. Juste, bah, en fait, j'y suis allée comme une teuteux et ma moto m'a rappelé que, en fait, on pouvait pas faire ça, c'était pas possible. Bah, c'est aussi un bon rappel parce que, bon, on commence quand même à avoir une petite expérience à moto, ça fait 3 ans pour moi, 2 ans et demi. 2 ans et demi pour toi. On a fait quand même pas mal de kilomètres. Hein, je dirais une petite vingtaine de milliers, une petite quinzaine, non? Moi, c'est 13 000. Toi, c'est 13 000? Je dois en être... Ouais, si t'en es à 13 000, j'en suis à 15 000. Ouais, je pense. Quelque chose comme ça. Et encore, à une époque, je prenais la moto tous les jours par tous les temps pour aller au taf, mais parce que c'était à côté et je gagnais 10 minutes sur un trajet de 30 minutes. Je pense que toi, tu dois être entre 15 et 18. Entre 15 et 18, je pense aussi, ouais. Je pense. Vu que t'as 6 mois de permis de plus que moi.
Et par contre, quand je sors le samedi, j'y mets 100-150 bornes faciles en plus. Alors, c'est pas énorme, et c'est pas pour c'est pas pour être là en mode « alors on peut pas sortir ». Mais ouais, je pense que j'ai un tout petit peu plus, mais pas tellement. On a la même expérience globalement, à 2 vaches près. Et donc, c'est un bon rappel que peu importe l'expérience que tu as, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus confirmé comme nous, voire que tu sois carrément un mec ou une nana qui roule plus de 200 bornes la journée, voilà, ça reste quand même un véhicule qui est sur un équilibre, et que cet équilibre, si tu le perds, bah t'as l'air un peu con. Oui. C'est rigolo, on parlait bah, du coup homme-femme. Le monde de la moto, je trouve qu'il se féminise de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une question qui va aller à mon désavantage vu que j'aime pas les femmes. Donc c'est un gros problème dans ma vie. Hein. C'est pas que t'aimes pas les femmes, c'est que t'es... Je suis jalouse. Je sais pas si c'est jalouse non plus. En fait, c'est juste que t'as le syndrome du personnage principal, en fait. Ouais. Non, en vrai, je trouve que... Blague à part, je trouve que c'est bien que justement il y ait de plus en plus de femmes. Après, le seul truc, mais bon, en même temps, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu compliqué. Mais le truc qui m'embête un petit peu, et je me suis déjà énervée à moto toute seule pour des raisons un peu obscures, je trouve que du coup, il y a des trucs où en fait, on essaye trop de garder le truc girly, je sais pas comment expliquer en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui font ça, pas parce qu'elles aiment rouler, pas parce qu'elles aiment la moto, mais juste parce que c'est des pick-me et qu'en fait c'est un monde de mecs et que c'est tellement plus facile d'aborder des mecs en étant directement dans ce monde-là. Mais bon, après... C'est pas la majorité, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pour ça que c'est ce qu'on voit sur les réseaux et que je pense qu'en fait la réalité, elle est tout autre. Après, je trouve ça hyper cool et hyper stylé quand on part en road trip, quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en road trip aussi à moto et que la femme, elle est sur sa propre moto. Ça, pour le coup, je trouve ça hyper stylé. J'ai toujours de la peine, par contre, à chaque fois, c'est quand j'en vois justement un couple, un homme, une femme, chacun sur sa moto. C'est peut-être un ego mal placé, mais je suis toujours un peu triste quand je vois que, par exemple, le mec a une moto plus puissante que la dame. J'avoue que ça me fait de la peine. Après, chacun vit sa vie comme il veut. Je m'en fiche, mais à chaque fois, je suis là, mais enfin, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé d'avoir une moto moins puissante. La preuve, je t'ai dit, si tu prends plus puissant, je prends plus puissant. Donc c'est un problème. Pour aller un petit peu dans le sens que tu dis, je trouve que c'est comme tout sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout s'est sexualisé très vite. Je pense que la moto est un bon exemple. Je pense que il y a un peu ça dans l'équitation aussi. Les contenus, tu sais, avec beaucoup de mise en scène, beaucoup d'édition, beaucoup de montage, où c'est très vite, tout de suite, très centré sur le corps, très centré sur... je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. Je sais que c'est le cas en moto, par exemple, ou dans la communauté voiture. On va voir très souvent des mecs avec des gros t-shirts de compression bien serrés ou des nanas avec des décolletés bien profonds. Et il n'y a aucun jugement sur la tenue ou quoi au casse. Je suis déjà sur les sujets plus ou moins glissants. Je trouve que ça reflète pas tellement la réalité, parce que la moto, par exemple, en hiver, c'est pas sexy. Hein. Non. Le matos d'hiver, si on parle... on est plus proche du bonhomme Michelin. Hein. Voilà, c'est ça. Et même, j'ai envie de te dire, le matos d'été sous la mauvaise lumière, c'est pas sexy non plus, quoi. Non, je suis d'accord. Surtout quand c'est canicule, que tout le monde transpire, que le casque, l'odeur d'un casque, parce qu'on se dit tous, waouh, la moto c'est hyper sexy, c'est un peu mystique et mystérieux, parce que t'as le visage masqué. À l'intérieur, ça cocotte. Je vais casser tout de suite le délire. Le pire étant si tu éternues. Si tu es comme moi allergique au Saint-Colza, et qu'en fait à chaque fois que tu vas éternuer, ça t'aura une espèce d'odeur de cuir mouillé, c'est génial. C'est parfait. C'est quoi ton plus beau souvenir de voyage? Parce que du coup, si je comprends bien qui tu es, hein, parce que je te connais pas tellement... On n'a pas fait grand-chose ensemble. On n'a pas... Non, depuis 6 ans, pas tellement. Hein. Toi, t'es plutôt centré sur les voyages. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué particulièrement? Et surtout, est-ce qu'il y a un voyage que tu as hâte de faire?
Bah, celui qui m'a marqué particulièrement, c'est quand on est allé en Haute-Savoie. En vrai, je vais être honnête, plus que notre voyage de noces. Même si j'ai beaucoup aimé notre voyage de noces, clairement, c'est le gros souvenir que j'ai, c'est quand on est arrivé dans les montagnes. Ouais. Où en fait, en plus, on a eu de la chance parce qu'on a eu une météo de malade quand on est arrivé. Et j'ai vraiment ce souvenir en fait d'arriver dans les montagnes et de me dire bah ça y est, on y est quoi. On y est. Du coup, déjà que je suis amoureuse de la Haute-Savoie, en fait, le voir à travers le casque, ça le rend mais encore plus beau en fait. Ce souvenir, je sais plus où est-ce que c'était. On était déjà arrivés, mais on était sur la route. Je crois qu'on était en direction de Bonneville. Ouais. Et qu'on avait une route toute droite, un peu à la route 66, avec les montagnes à droite à gauche. Mais en fait, j'avais trouvé ça juste dingue, alors que la route allait tout droit. En vrai, au bout de 5 minutes, on s'ennuyait. Mais au niveau paysage, en fait, c'était dingue. Et j'ai vraiment ce souvenir-là. Et quand on est arrivé tout au bout de notre descente, du coup, en Haute-Savoie, et qu'on est arrivé, et je me souviens du truc où on s'est regardé. Moi, je tremblais de stress, parce que du coup, j'avais peur de ne pas réussir la dernière montée. Il fallait encore rentrer après les motos dans le garage. Parce qu'en plus, c'était notre première fois en montagne. C'était notre première fois en montagne, donc j'étais un peu stressée. Moi, je me souviens que je tremblais, déjà donc de stress, je tremblais de fatigue aussi, parce que je commençais un petit peu à fatiguer de ces jours de route, surtout que ça faisait... En fait, c'est la première fois qu'on roulait autant. On avait fait 4 jours de route, 3 jours de route avant. Ça doit être à peu près ça, ouais. Il faisait un peu chaud aussi, enfin... Bah, il y avait plein de trucs, mais du coup, la fatigue est vraiment ce truc où je me souviens, où on s'est arrêté, on s'est regardé, on a rigolé, et le seul truc qu'on a dit, c'est « Putain, on l'a fait ». Et en fait, ce truc-là, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Après, est-ce que j'ai vraiment un truc en particulier que j'ai hâte de faire ? Je sais pas si j'ai un endroit. J'ai hâte qu'on soit dans les montagnes. Et ça, je t'harcèle tous les jours avec ça, donc... Ne lui proposez surtout pas les Pyrénées. Elle est fâchée avec les Pyrénées. Et Haute-Savoie. Mais faut qu'on découvre d'autres montagnes à un moment. Oui, mais en fait, je veux bien découvrir d'autres montagnes à partir du moment où on sera dans les vraies montagnes. C'est pas faux. Je sais que j'aimerais bien partir vers l'Allemagne. Ouais. J'aimerais bien voir rouler vers l'Allemagne. Je vais être honnête, l'autobahn, je m'en fiche complètement. Genre, je n'y vois pas d'intérêt. Enfin, oui, c'est vroom vroom vrit, machin. Je sais que j'y prendrais pas plus de plaisir que ça. Je serais juste plus stressée qu'il y ait une Volkswagen qui me fonce dans les fesses. Qui est déjà un problème en France sans autobahn. Qui est déjà un problème en France, donc j'ose même pas imaginer sur l'autobahn. Donc c'est pas du tout cet objectif-là. Mais ouais, aller vers l'Allemagne, aller en fait visiter l'Europe à moto. J'aimerais bien la Corse. Ouais. Parce que je sais que la Corse c'est chouette, mais j'aimerais bien aller faire la Corse avec nos motos. Que nos motos, elles soient... Enfin, ça me fait pas kiffer de faire un voyage et de rouler avec une autre moto. Ouais, de la location ou... Voilà, enfin, c'est chouette, mais ça me fait moins kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire, c'est ma moto. Quand on est allé à Cabourg, enfin à Deauville, enfin Villers, la fierté que j'ai ressentie, et pourtant, objectivement, c'est à 2 heures de Paname en autoroute, quoi. C'est pas si loin que ça. Ouais. Mais la fierté que j'ai ressentie quand on est arrivé face à la mer, et que j'étais là, mais c'est dingue, je suis sur ma moto et j'ai la mer face à moi, quoi. C'est pour moi, dans ma tête, ça faisait pas sens. Et j'étais trop fière de me dire, ma moto, j'ai réussi, moi, à emmener ma moto seule, accompagnée de toi, mais seule à la conduire. C'est toi qui conduisais, ouais. Seule à la conduire, en se perdant vers Angoulême. Non, Alençon. Alençon, pardon. Si on a fait... Angoulême, ça serait vraiment un gros problème. Non, vers Alençon. On s'est perdu, on a fait un détour de 600 bornes. Oh mince. Ensuite. Oh zut. Non, vers Alençon. Mais j'avais vraiment la fierté de me dire, bah, j'ai emmené moi-même ma moto devant la mer, quoi. Donc ça, j'étais très très fière de ça. Voilà. Et du coup, pas d'endroit spécifique, juste un petit peu découvrir un peu au-delà de nos frontières.
Moi, je t'avais parlé de l'Espagne aussi, à un moment. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça fait un très gros voyage. Ouais. Par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mm. En plus, chacun a son autonomie, chacun a un peu son... Enfin, tous les deux, on est à peu près sur la même... C'est-à-dire, on fait 3 heures, 4 heures de route. Il nous faut une pause obligatoirement au bout de 4 heures. Et dans l'absolu, si on peut visiter plus que passer notre journée aussi à rouler, parce que c'est aussi ça l'avantage des road trips, c'est de pouvoir voyager. Ouais, clairement, c'est un plus. Mais je dis pas non un jour à faire l'Espagne, l'Autriche. L'Autriche, ça me dirait vachement. Parce que c'est... On l'avait vu quand on avait fait... Quand on avait vu le spectacle, la défense sur l'école espagnole de Vienne. Les montagnes autrichiennes, ça... J'ai vu les vidéos, je me suis dit, bon, ils ont montré que le meilleur du meilleur. Mais ça a l'air vachement fou, quoi. Donc ouais, ok. Bon, pas la peine de te demander quel est ton endroit préféré à moto. J'imagine que je connais un peu la réponse. Oui, tu connais un peu la réponse. Voilà, c'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Après, alors si, il y a quand même un endroit que j'ai pas cité où j'aimerais bien emmener les motos, c'est en Bretagne. Oui. On avait dit qu'on ferait la forêt de Brocéliande aussi à un moment. Ouais, j'aimerais bien, mais alors ça, la forêt de Brocéliande, c'est aussi à pied. Ouais. Pour aller voir... c'est la tombe de Merlin. C'est ça, ouais. Mais j'aimerais bien emmener, parce que pour moi, la Bretagne, c'est quand même aussi une région importante. Oui, que la Bretagne, que tu as rendue encore plus importante à mes yeux. Mais ouais, j'aimerais bien emmener les motos là-bas aussi. Et voilà. Et donc oui, donc ma région de cœur, la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Oui, juste la Bretagne, pour préciser, c'est là où je t'ai fait la demande en mariage. Oui. Parce que sinon, ils comprennent pas. Oui, c'est vrai. Ils ont pas le lore. Ils ont pas le lore. On a un petit running gag, tous les deux, une espèce de private joke sur le podcast sur les airbags. Parce que je crois que ça fait au moins 3 fois qu'on essaye de l'enregistrer. Et donc là, on a de la batterie, ça enregistre, les micros sont à peu près réglés. Oui, je vois qu'il y a le deuxième qui est connecté. Parce que là, sinon, il fallait se refader l'entièreté du podcast. Là, je t'aurais dit, bon, écoute, je vais enlever les cacas, hein, parce que là... J'y vais, je te laisse. On refilme ça dans 2 jours, ou pas. Et donc, ouais, notre petit running gag, c'est qu'on a essayé 3 fois de faire ce truc un peu débile de parler de sécurité. Parce qu'on est tous les deux, on roule tous les deux en airbag moto. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses, finalement ? Bah, à la base, j'étais extrêmement perplexe, je vais être honnête, parce que je croyais que c'était énormément d'argent. On va être honnête, hein, chacun à l'unité, au grosso modo, on a arrondi, qui coûtait 600 balles. Ouais, ça fait 1200 balles par... Voilà, c'est quand même un SMIC qui est parti pour 2 personnes, quoi, donc c'est quand même énorme. Surtout que j'étais perplexe parce que tous les deux, on roule full équipé. On roule... on a toujours dorsal, les vestes, pantalon, dorsal, pantalon, chaussures. Moi, les rares fois où on a dû rouler très rarement sans pantalon de moto, littéralement, on a roulé sans pantalon de moto pour aller aux 24 heures moto, où on avait mis tous les deux un jean, mais parce qu'il y avait 20 minutes de roulage. Donc, et on peut dire, ouais, c'est que 20 minutes, mais en 20 minutes, t'as largement le temps de te mettre au tas. Oui, bien sûr. Surtout pendant les 24 heures du Mans où l'excitation était un peu à son paroxysme, notamment sur les campings. Oui. On va éviter les sujets trop sensibles. Mais c'est quand même extrêmement rare qu'on roule sans équipement. Et du coup, je voyais pas l'intérêt, surtout en haut du corps, où pour le coup, toi comme moi, on a toujours roulé avec nos vestes. Ouais. Même l'été, même en pleine canicule, on a toujours roulé avec nos vestes, toujours avec les dorsales. Donc à la base, j'étais un peu perplexe sur le projet d'avoir un airbag, de dépenser autant d'argent. Finalement, secondé par ton papa, on a pris... on s'est acheté des airbags pour justement notre premier road trip en Haute-Savoie. Où grosso modo... c'est pas qu'il a dit c'est soit vous avez ça, soit vous faites pas votre road trip, mais... On n'en était pas loin. On n'en était pas loin, et il était plus à dire, ok, vous roulez bien, vous roulez beaucoup, par contre, en fait, du coup, vous allez vous équiper. Et donc, on a acheté tous les deux nos airbags. Toi, c'est un ITER, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, c'est un Elite. Elite.
C'est un Elite. Elite. Toi, c'est un Elite, moi, c'est un Denez. Et franchement, en vrai, maintenant, je me vois plus rouler sans. Je vois ça vraiment comme une ceinture de sécurité, en fait. C'est le réflexe. Alors, j'oublie très souvent de l'allumer. Je m'en rappelle au bout de 5 minutes. Je suis là, oh, zut, j'ai pas allumé mon airbag. Donc voilà. Mais non, en vrai, je trouve que c'est quand même un équipement qui est quand même... qui donne un... qui donne une sensation de sécurité assez folle. Donc voilà. Après, si je dois émettre une critique par rapport à l'airbag, au niveau des points négatifs, là je parle du mien, mais bon, je sais que toi t'as un peu le même truc, ça fait quand même une couche en plus. Donc quand il fait chaud, par temps de canicule, c'est un pas peu ouf. dur, quoi. C'est un peu dur de rajouter une couche en plus. Donc ça, j'avoue, c'est le gros point négatif. Un point négatif qui n'en est pas vraiment un, mais bon, on va dire qu'en termes d'esthétique, c'est pas le truc le plus sexy, le plus glamour, mais en même temps, glamour, sécurité, bon. Et encore, le tien se mélange assez facilement parce que t'as que des habits noirs, donc ça fait ton sur ton. Le mien, il descend jusqu'en bas des fesses. Ouais. Donc ça fait un peu bizarre quand je suis plus sur la bécane, parce que ça me fait une espèce de jupe à l'arrière. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est taillé comme ça en termes de morphologie. Ça protège... ça protège plus que le coccyx, hein. Là je risque pas de me casser les os des fesses. Hein. Au-delà du coccyx et du bassin, tu vois. Mais ouais, c'est le truc de la couche en plus, moi, pour moi, c'est le gros point négatif. Parce que quand on a roulé sous canicule, c'est dur. Ça me donnait vraiment envie de le remettre dans le top case et de dire j'y touche pas. Et pourtant, on a fait de la voie rapide ce jour-là. Après, moi, l'autre point négatif que j'aime, et ça, c'est plus lié à la forme de mon airbag, c'est que je le ressens vraiment en été. C'est super relou. En fait, c'est que comme il va glisser il se cale en arrière, en gros, mon airbag, en fait, il va tirer mes vêtements en arrière. Et du coup, sur mes vestes été, vu qu'évidemment en été, je ne roule pas avec des cache-cous, etc. En fait, ça vient vraiment appuyer directement sur la gorge. La fermeture éclair sur la gorge. Et en fait, ça vient m'irriter la gorge, ce qui n'est pas très agréable. J'ai pas encore trouvé de solution. Parce que j'ai essayé de rentrer l'airbag sous mes vestes. Ça passe clairement pas du tout. Ou alors je ressemble à une vieille tortue ninja, bloquée. Donc j'ai pas encore réglé ce problème, mais il faut que j'y réfléchisse. Et en termes d'esthétisme, alors oui, moi le mien il est noir, comme il est proche du corps, il se fond dans mes vestes. Après tu vois, c'est du pinaillage, c'est nul. Hein. Mais tu vois, par exemple quand je mets mon sweat, avec le gros Route 66 dans le dos, je suis triste parce que du coup, on le voit pas en fait. Ouais. Tu vois, il est caché. C'est du pinaillage, c'est de l'esthétisme. Mais du coup, on le voit pas. Je sais que moi, j'aimais bien en été avec mon autre veste été. Quand il faisait un tout petit peu trop frais pour que je mette ma veste été. J'aimais bien mettre mon grand sweat 24 heures du Mans. Ouais. Et du coup, là, forcément... compliqué. Faut que je mette l'airbag par-dessus, donc encore une couche en plus. En plus, vu que j'ai pris le choix de prendre une dorsale en plus, ouais. Qui est plus dans les vestes. En fait, j'ai plein de couches sur moi, quoi. Je suis comme un ogre. C'est vrai que toi... Putain, il a fait une référence à Shrek. C'est vrai que toi, c'est vrai que t'as quand même 3 épaisseurs. Donc ça doit être minimum. Plutôt en été qu'en hiver. Moi, je trouve qu'il y a deux gros inconvénients entre gros guillemets. Donc, il y a ce que tu disais, c'est le fait d'avoir plus de couches, donc plus chaud. Je trouve aussi que ça fait un truc en plus à emmener. Ouais, donc, à penser à charger. Et puis, c'est assez encombrant parce que tu peux pas le plier. C'est pas une veste, c'est pas tout à fait mou. Parce que t'as la cartouche, t'as l'électronique. Moi, dans le mien, il y a une dorsale intégrée. Donc, ça fait ça de moins. Mais c'est ça de plus, de toute façon, dans un autre vêtement. Mais par contre, je te rejoins sur le sentiment de sécurité, de se dire, c'est un peu comme une ceinture de sécurité, c'est devenu un réflexe. De se dire, sans ça, je vais pas dire que je me sens pas en sécurité et pas en confiance vis-à-vis de ma conduite,
parce que ça, j'ai aucun problème avec ça. Je sais que ma conduite m'emmènera pas au tas. Oui, oui. C'est effectivement en cas de choc avec une voiture qui m'aurait pas vu. Mhm. Et le fait de se dire, bah voilà, c'est un peu ce que j'ai toujours dit. C'est me casser une jambe, ça va faire mal. Mm. Si tu me proposes entre me casser une jambe et pas me casser une jambe, je vais évidemment te dire que je veux pas me casser une jambe. Mais si tu me proposes entre me casser une jambe et ne plus pouvoir marcher, tu vois, c'est ce truc-là de protéger absolument, quoi qu'il en coûte, la colonne vertébrale, la nuque. Mm. Déjà ça, et ou pire, hein, parce que il y a aussi cet aspect-là dans l'aspect airbag. On avait discuté pendant les 24 heures avec un gendarme, parce qu'il y avait le stand de la gendarmerie qui était là aux 24 heures, et je lui ai posé la question en disant, bah voilà, vous avez été les premiers en France à recevoir des vrais gilets airbag, avant que ce soit vraiment chez les... comment ça s'appelle ? Que ce soit au grand public. Chez les civils, dans le grand public. Le mec m'a dit, bah, c'est un super retour d'expérience parce que certaines chutes qui auraient pu finir des carrières, globalement, maintenant, c'est des trucs relativement bénins. Je sais aussi qu'il y a certains pompiers, je saurais pas vous le sourcer malheureusement, mais qui avaient dit, voilà, ils s'attendaient sur certains accidents à arriver à retrouver un cadavre, et en fait, ils trouvent juste un mec qui est en train de fumer sa clope, qui regarde, qui fait, bon, j'en ai juste chié à enlever l'airbag, mais sinon ça va, hein, franchement. Je veux juste faire un truc que j'ai pas dit par rapport aux airbags, quand même, avec l'histoire de la sensation de sécurité. C'est que, alors je sais que c'est pas bien, c'est pas l'idéal, mais par exemple, quand je vais au travail et que j'en ai pour 20 minutes de moto, pour gagner du temps, à l'arrivée, que j'ai moins d'affaires à enlever, je mets pas ma dorsale, ça tu le sais. Ouais. Je mets pas ma dorsale. Par contre, en fait, je me vois pas ne pas rouler sans l'airbag. Genre, de toute façon, j'ai l'airbag. Et du coup, pour gagner du temps, je mets pas la dorsale, ce qui est pas l'idéal, mais en même temps, bon, j'ai quand même l'airbag au passage. Et pourtant, je me vois pas, à l'inverse, dire je mets que la dorsale et je mets pas l'airbag. Ouais, ok. Je me vois vraiment pas faire ça dans ce sens-là. Ce qui, je trouve, fait pas terriblement sens. Mais je me vois pas rouler sans mon airbag maintenant. Pour moi, le message qui est le mieux à passer, c'est que de toute façon, il faut se protéger du mieux qu'on peut, que la sécurité a pas de prix, et surtout qu'il faut pas tomber dans les discours de c'est que t'as pas confiance dans ta conduite. Enfin, on va être honnête aussi, on est bien formé en France avec le permis. Le permis est, à mon sens, très chiant et très compliqué. Et pourtant, je l'ai eu du premier coup, sauf le plateau où je l'ai foiré 2 fois à cause du stress. Enfin, je l'ai foiré 1 fois à cause du stress. Et je l'ai eu ensuite au 2e coup. Je trouve qu'on est plutôt bien formé, qu'on acquiert assez vite les bons réflexes, même si ça prend un peu de temps, que c'est assez laborieux. Quand tu compares à d'autres pays, la formation, elle est beaucoup trop OSEF par rapport à ce que tu vas croiser en réel danger sur la route. Mais tu vois, quand j'ai vu parler sur les réseaux sociaux d'airbag, de sécurité, de dorsale, toujours le discours que j'entends des gens qui, à mon avis, sont pas non plus des gros passionnés, c'est toujours, bah, c'est que t'as pas confiance dans ta conduite, c'est que, peu importe, si je meurs en conduisant, je mourrai en... Tu vois, je mourrai en ayant fait ce que j'aimais. Ouais, ok, mais... Imagine faire ça jusqu'à 90 ans, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est quand même beaucoup plus stylé, quoi. Bah ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème sur les réseaux sociaux, c'est que je veux pas qu'on retire de cette discussion qu'il faut acheter un airbag. C'est de se dire, ok, c'est une option qui est vachement intéressante si ça fait partie de tes priorités. Je pense que déjà, ce serait bien de voir plus de gens avec des dorsales, quitte à ce que ce soit des dorsales intégrées, même si elles protègent pas le coccyx. Plus de protection vaut mieux que 0. Ouais. Et sans rentrer dans le jugement non plus des gens en t-shirt. Tu vois, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais quand on me dit bah il fait chaud, ouais, moi j'ai tendance à avoir chaud très vite et pourtant j'ai toujours une chemise en textile antidérapante avec des protections. J'ai chaud comme n'importe qui, quoi. Mais j'ai chaud en étant un peu plus protégé. Un peu plus protégé.
c'est que je voulais rebondir sur... oui, du coup, ça peut donner une impression... je sais qu'il y en a qui vont me dire, genre, ah bah, c'est que t'as pas confiance en ta conduite, machin. Bah, en fait, bon, il y a l'aspect légal, mais si tu enlèves l'aspect légal, c'est quand même mieux de conduire avec ta ceinture de sécurité en voiture que sans. Légalement, t'es obligé de le porter, mais supposons que ce soit un équipement en plus, bah, même si t'as confiance en ta conduite, c'est quand même mieux de rouler avec. Ouais. Je parle de mon monde, mais à cheval, c'est pas obligatoire de porter un casque. Ouais, je savais pas ça, tiens. Non, c'est pas obligatoire. Je te dis ouais comme si je le savais, mais C'est pas obligatoire. pour moi, ça me paraissait obligatoire. En fait, c'est obligatoire sur les carrières. Ok. C'est obligatoire en concours. Par contre, je pars en forêt, je porte pas de casque. Mon problème. Par contre, si tu regardes ton téléphone, fini. Mais voilà, c'est pas obligatoire et pourtant... et c'est pas parce que tu portes un airbag que tu n'as pas confiance en ta conduite. Moi, j'ai confiance en ma conduite. Sans vouloir me souffler dans le zouï-zouï. Ouais. Je pense que je suis une personne qui conduit bien. Je pense que je suis une personne sur route, que ce soit en voiture ou en moto, où on se sent pas spécialement en insécurité, qu'on me sent pas en insécurité aussi. Il y a des fois où où je vais m'énerver, où je vais faire creux. Mais j'essaie toujours de rester d'avoir une bulle de sécurité autour de moi et de pas la franchir. Voilà, et c'est pas pour autant que je me dis, bah, du coup, l'airbag, ça sert à rien. Bah, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, quand je faisais du planeur, on t'apprenait une notion qui était ta zone de sécurité, ta zone d'incertitude et ta zone de danger. Et en fait, je trouve que ce concept-là, il est applicable dans globalement tous les sports. Bon, au tennis, la zone d'incertitude et la zone de danger, tu t'en fiches un peu. À part si tu vas te prendre une balle à 180 en pleine figure. Ouais, c'est pour la blessure à la limite. Et c'est de la blessure. Je pense que personne n'est mort d'une balle en pleine face au tennis. Voilà. Non, mais tu vois, quand je disais blessure, c'est par exemple la zone d'insécurité, par exemple la blessure au ligament croisé ou des trucs comme ça. Oui. Ok, ouais, je suis d'accord, oui, totalement. Par contre, dans tout ce qui est sport mécanique et sport avec risque, et encore une fois, donc, activité d'extérieur pour la moto, mais sport quand même, il est bon de savoir est-ce que ton environnement te permet d'être toujours dans ta zone de sécurité ou dans ta zone d'incertitude. Et quand tu es dans ta zone d'incertitude, est-ce que tu peux réagir et revenir dans cette zone de sécurité? Et est-ce que ta conduite aussi, c'est un truc à deux facteurs, c'est que tu as du coup l'environnement d'un côté et ton mental de l'autre. Et ce que tu disais, je pense qu'on est assez similaires là-dessus, c'est qu'on est des personnes plutôt saines sur route ouverte. J'adorerais, cela dit, pouvoir bombarder comme un débile en session circuit, parce que c'est le lieu, parce que l'enrobé il est fait pour, parce que t'as tout pour te rattraper en cas de chute. Mais faut bien dissocier d'un côté la balade et de l'autre côté le sport à risque qui est la moto sur piste. Et effectivement, si tu es dans les bonnes dispositions, que tu sais où tu vas, que tu sais que bah, voilà, tu risques de te toller, mais si c'est maîtrisé, tu risques de te faire mal et pas plus. Bah là, oui, je le comprends mieux. Mais les gens qui t'expliquent qu'il faut absolument poser le genou en montagne pour être un vrai motard, c'est pas un discours qui m'intéresse tellement. Je trouve ça cool de pouvoir pratiquer jusqu'au moment où tu arriveras à poser le genou parce que c'est de la technique, machin. Mais c'est ni une obligation, ni un but en soi. Il y a des gens qui passent toute leur vie sans poser le genou à terre. Et c'est très bien. Et c'est ok. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi un truc très réseaux sociaux, on en parlait un petit peu tout à l'heure, où en fait tout ça est un peu déformé, perturbé par des gens qui vont t'influencer. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme influenceur, je trouve que c'est comme si tu avais une personne au-dessus de toi qui te disait bah, il faut acheter ça, il faut faire ci. Si tu fais comme ça, tu vis pas le bon lifestyle. C'est des discours qui, moi, je suis pas très sensible à ça. Mais par contre, il y a un message super néfaste pour les plus jeunes notamment. Ils vont se dire ah bah ouais, ce mec-là m'a dit de rouler en tongs parce que c'est stylé. Ok, ouais. Au revoir ton pied, moindre chute, au revoir ton pied, quoi. C'est pas ça pour moi l'image de la moto. C'est surtout pas une image de prise de risque inconsidéré, parce qu'il y a quand même, comme pour la voiture en soi, un peu de sécurité à mettre au premier plan dans ce que tu fais, quoi.
Après, je pense qu'il faut aussi savoir apprendre des plus grands. Mm. Et tu vois, avoir le discours si tu portes un airbag, c'est que tu n'as pas confiance en ta conduite. Les conducteurs de MotoGP, ils ont des airbags. Et ils ont des airbags depuis bien plus longtemps que le grand public. Et pourtant, je pense qu'on peut dire que ce sont des personnes qui ont confiance en leur conduite. Si tu veux, ça me rappelle beaucoup le délire de ah oui, mais regarde, tel pilote de MotoGP, il a pas son permis. Mm. Parce que sinon, il serait trop dangereux sur route, ou parce que la route est trop dangereuse par rapport à un cadre très strict qu'est le MotoGP, avec des barrières, des glissières et des airbags. Je trouve toujours ça un peu ridicule parce que déjà la majorité des gens qui disent ça n'ont peut-être jamais mis les pieds sur une piste ou fait de MotoGP. Et surtout, c'est pas un exemple. C'est un professionnel d'un métier du sport. Il faut plutôt se baser, je pense, sur le retour d'expérience, par exemple, des moniteurs d'auto-école. Bon, en tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission. Je suis très très content que la première se soit faite avec toi, du coup. N'hésitez pas, du coup, si vous avez apprécié le contenu, à vous abonner et à mettre, bien évidemment, un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, aussi constructifs soient-ils, on est toujours preneurs. Si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer, on sera ravis de pouvoir échanger dessus. Des gros bisous!